Le plateau est en forme pour LCI, vous répond vos questions avec le thème du jour. Vous le savez, taxer les riches, est-ce la bonne solution? Alors pourquoi on se pose cette question? Tout simplement parce qu'elle est d'actualité, parce que certains dans la majorité visiblement font un pas en avant, à commencer par le Premier ministre ce matin dans cette grande interview à la PQR. Eh bien, il n'y a plus vraiment de tabou. Et puis ce matin sur notre antenne, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, elle aussi a fait un pas en avant. Effectivement, il va falloir lutter dans notre pays contre les inégalités. Et il y a quelque chose qui revient. Alors c'est un peu un totem pour les partis de gauche. C'est le spectre pour la droite, la fameuse taxe Zuxman. Kadi, qu'est-ce que c'est? On va en parler bien évidemment, mais qu'est-ce que c'est? Allez, on va être très concret. Pour rappel, la taxe Zuxman, c'est ça. Regardez, un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. J'entends par là les fortunes nettes supérieures à 100 millions d'euros. Cela concerne environ 1800 foyers français. Alors, elle vise à réduire, donc on la doit à l'économiste Gabriel Zucman, et elle vise donc à réduire les inégalités fiscales qui génère environ 15 à 25 milliards d'euros par an pour le budget public, sans alourdir de l'autre côté, évidemment, les classes moyennes. Alors cette taxe, elle est logiquement soutenue par la gauche, mon cher Christophe, et par 75% des Français, évidemment, ceux qui n'y sont pas soumis. Elle est critiquée par la droite et le patronat pour son risque d'exil fiscal. Bah, écoutez, c'est logique, et son impact sur les startups. Alors le problème, c'est quoi ? Et c'est très clair. Cette taxe, elle vise donc les ultra-riches optimisateurs, mais elle rattrape aussi les entrepreneurs innovants, comme ceux de Mistral par exemple, AI, dont la richesse est virtuelle. Vous allez comprendre. Dans Le Point, l'économiste, voyez, Sylvain Catherine nous dit ceci: une société comme Mistral AI est valorisée 14 milliards d'euros. Si ses fondateurs en détiennent 20%, ils devraient s'acquitter de 56 millions d'euros d'impôts par an, alors même que leur entreprise ne génère aucun bénéfice. C'est QFD. Effectivement. Ça, comme ça, c'est clair. Alors, il pense à quoi, Sébastien Lecornu, quand il lâche quelques pistes, voilà. Il ouvre quelques portes, enfin, voire quelques fenêtres. Dans la PQR, vous l'aviez dit, effectivement. Alors, il n'endosse pas explicitement, effectivement, la mesure, mais il ouvre, effectivement, des portes de négociation sur la justice fiscale que vous évoquiez. Il a été interrogé, donc, directement sur le sujet, qui a été réclamé, donc, par les socialistes, comme condition sine qua non pour l'appui des socialistes. Il déclare être prêt, donc, à travailler sur des questions de justice fiscale, tout en appelant à la prudence. Regardez bien. Il faut faire attention, dit-il, au patrimoine professionnel, car c'est ce qui permet de créer les emplois et de la croissance en France. Alors, autrement dit, mon cher Christophe, il suggère qu'il pourrait mettre en place une taxe Zucman modifiée, une taxe édulcorée, j'ai envie de vous dire, qui exclurait potentiellement les actifs productifs. J'entends par là les parts d'entreprise, les fonds de commerce, tout ça pour éviter de pénaliser l'économie, contrairement à la proposition originale de Gabriel Zucman qui, elle, les inclut. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Elles étaient importantes. Kadi, première question. Ambre, voilà ce qu'elle nous dit. Pourquoi plus d'impôts alors qu'il y a des niches fiscales? Ce serait tellement plus simple d'aller piocher là-dedans. Vous en pensez quoi? Ah bah que bon. Allez-y. La piscine est vide, on plonge dedans. Il n'y a pas de souci. Mais parce que si vous voulez, si on arrivait à réduire totalement la dette uniquement en supprimant toutes les niches fiscales, ça se saurait. Maintenant, il y a des niches fiscales considérées comme injustes, comme étant gênantes, comme étant beaucoup trop utilisées. Et ça a toujours été des pistes qui ont été soulevées. La ministre des Comptes publics, démissionnaire certes, mais jusqu'à présent qu'il est encore à Montchalin, dit régulièrement qu'il faut étudier certaines niches fiscales qui nous permettraient de... Maintenant, il me semble que nous sommes dans une situation où, quand une agence de notation américaine décide de dégrader notre note, c'est pas en supprimant quelques niches fiscales qu'on va arriver au bout du compte. Oui, c'est trop peu. C'est beaucoup trop peu, et puis surtout, ça n'est pas voir l'éléphant qui est dans la pièce. C'est-à-dire que si nous avons énormément de niches fiscales, il est vrai que la France en a beaucoup, il faut quand même réaliser que nous sommes le pays avec le plus de prélèvements obligatoires de l'OCDE. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aurais à reprocher à la taxe Zuxman de mon côté, c'est le pari qui serait de dire qu'au fond, nous aurions un problème de recettes. Nous n'avons pas de problème de recettes. Nous sommes le pays le plus fiscalisé au monde. Le problème que nous avons, c'est un problème de dépenses, et en particulier de dépenses sociales. Nous avons aujourd'hui un quart de la dépense publique qui sont des dépenses de retraite, des dépenses qui sont amenées à être augmentées, l'État qui chaque année verse 50 milliards de subventions pour combler le déficit du régime des retraites. Donc oui, on peut tout à fait évaluer s'il faut supprimer telle ou telle niche fiscale. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne doit pas évaluer la politique publique. Mais le problème global, c'est une taxation énorme en France qui tue l'activité productive. Et donc si l'objectif
l'objectif c'est de toujours augmenter plus les impôts, on aura, je termine par là, ce qu'on appelle en économie la courbe de l'affaire. C'est-à-dire que plus vous augmentez les impôts, moins vous avez de rendement à la fin. Parce que plus de gens partiront, ça c'est dit. Un mot, parce que j'ai une question de Serge pour vous. Juste avant le fait que Maxime plonge dans la piscine, ça m'a permis de regarder, il y a à peu près 470 niches fiscales qui 80 représentent milliards, entre 80 et 90 milliards C'est pas mal d'euros. quand même. Voilà. Ouais. C'est pas mal. Oui. De toute Serge, façon, oui. Il est toujours évoqué la possibilité d'en supprimer parce qu'elles n'ont aucune efficacité. Hein. Bon. Donc, alors effectivement, on connaît la formule, dans chaque niche, il y a un chien, etc. Et dès qu'on veut en supprimer, le chien sort de sa niche et ça fait un drame. Mais ça fait partie, c'est comme les agences, les offices, qu'il faut effectivement regarder de près pour savoir effectivement ces organismes qui servent à quelque chose ou qui coûtent trop par rapport à leur utilité. Tout ça, ça fait partie des mêmes choses. Alors, c'est des trucs embrassés, c'est un peu comme une espèce de tambour, de machine à laver le linge ou ce que vous voulez, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il y a un moment où il faut se dire effectivement, on s'arrête et on décide. Donc tout le monde propose encore une fois sur tous les services, les agences de l'État, qu'est-ce qui est utile encore une fois. Et les niches, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce qui permet des investissements? Ou alors, qu'est-ce qui fait que ce sont des placements qui n'ont ou des avantages fiscaux qui ne servent à rien? Alors, on a des téléspectateurs qui posent des questions et d'autres qui affirment. Regardez, écoutez ce que nous dit Serge. Avant de taxer les ultra-rouges, commençons par faire de véritables économies de fonctionnement de l'État. Ah bah oui. Là, c'est pas plouf dans la piscine, c'est paf les pieds dans le plat. Oui, mais il a raison. Il y a des économies, c'est sûr et certain. Et elles ont été même chiffrées à différents étages, à différents endroits, sur le fonctionnement de l'État. Vous avez tout ce qui concerne l'administration, les rouages au quotidien, bien évidemment, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ça rentre en compte, quand on vous parle d'un projet de décentralisation aussi, c'est avoir un petit peu quel est le millefeuille administratif, et là où il faut élaguer en quelque sorte. Oui, il y a parfois un empilement et qui entraîne un blocage et une paralysie dans le fonctionnement de l'État. Donc oui, il y a des économies à faire. Ça rejoint aussi de dire on fait des économies dans le fonctionnement de l'État. Je trouve la petite idée lancée aussi et affirmée par Sébastien Lecornu dans son interview à la presse quotidienne régionale concernant les privilèges que peuvent avoir ou qu'ont d'anciens membres du gouvernement, d'anciens présidents, les ex, comme on dit. Là aussi, il y a des choses à revoir et on pourrait dire, tiens, ce sont des symboles, etc. Oui, c'est important les symboles. Mais c'est important et en plus il y a des réelles économies à faire. Surtout en ce moment. Le vrai paradoxe maintenant, non pas le paradoxe, mais là où Serge de Courbevoie a raison, c'est qu'en réalité, quand on entend par exemple hier le ministre de l'économie dire que de toute façon il va commencer à falloir mettre en place cette taxe parce qu'en réalité la dépense publique va augmenter, c'est inacceptable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer 3 mois à dire que peut-être les Français vont travailler plus, sous-entendu 2 jours fériés en plus pour gagner moins, et dire... Ça a été enterré. Oui, mais heureusement, ce que je veux dire, c'est qu'on vient déjà de là. Et on ne peut pas avoir un ministre de l'économie. On peut pas avoir un ministre de l'économie qui hier soir nous dit d'ailleurs de toute façon les dépenses publiques vont augmenter. Ça n'existe pas. Je rappelle qu'à la même période l'année dernière, parce que ça avait commencé à fuiter dans les médias, parce qu'on avait attentivement regardé les lignes du budget, on s'était aperçu qu'il y avait, on va dire, le train de vie de l'État, c'est-à-dire du Sénat, de l'Assemblée nationale et de l'Élysée, qui allait augmenter. Je veux dire, ce n'est plus possible du tout. Donc évidemment que tout ça doit tout doucement s'arrêter, parce qu'on ne peut pas à la fois demander des efforts aux Français, même aux plus riches. Je veux dire, les plus riches sont des gens comme tout le monde qui bossent pour avoir ce qu'ils ont. Donc à aucun moment, ces personnes-là doivent un peu serrer la ceinture pour que derrière, vous ayez la sensation d'une opulence délirante. Vous voulez une autre question ? D'aller voir que l'inverse nous dérangerait. N'est pas tendre. Patrick de Bordeaux. Remettre au travail ceux qui n'en font pas l'effort et la solution, toucher aux allocations chômage, aux aides sociales et solutions pérennes. Alors pour le moment, il est 12h58. Peu de nos téléspectateurs veulent toucher aux riches et aux très riches. On répond quoi à Patrick ? Que c'est quand même une vision un peu paternaliste des pauvres. C'est-à-dire que quand vous regardez les rapports qui portent sur ce qu'est la précarité en France, sur les personnes qui sautent un repas, sur la difficulté à trouver du travail, on se rend compte que les gens qui touchent des allocations chômage, le RSA, les autres aides sociales, sont très loin d'être au tir au flanc. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas de façon marginale. Les jeunes, les étudiants, je ne sais pas si on réalise aujourd'hui à quel point, quand on est jeune, pour devenir par exemple propriétaire, c'est de plus en plus difficile parce que rentrer dans la vie active, le coût du travail, tout ce qui pèse en termes de fiscalité, c'est pour ça que je reviens par là et je rejoins ce qui a été dit autour du plateau, vouloir rajouter de la taxe sur la taxe, enfin, on est quand même dans le concours Lépine et c'est une spécialité française, il serait temps peut-être de toucher aux dépenses et aux vraies dépenses qui importent. Regardez par exemple, on parle des aides sociales.
Prenons en général l'exemple typique, le RSA. On se dit, le RSA, voilà, on donne 600 € comme ça à des gens, puis c'est terrible, ils ne travaillent pas. Bon, alors ça a changé avec la dernière réforme déjà. Puis surtout, quand vous regardez le poids du RSA dans le budget de l'État, c'est moins de 1%. Donc en fait, si on cherche des économies pérennes, massives, ça n'est pas du tout là-dedans qu'on va les trouver. C'est en tapant dans la dépense sociale qui pèse le plus. J'en reviens à ma marotte, les retraites, c'est un quart de la dépense publique. Et en plus, il y aurait tout un tas de questionnements. Je ne vais pas le temps de les développer ici. Un tas de questionnements sur la justice intergénérationnelle. Il y a un dossier du Financial Times qui vient d'être publié dans lequel vous voyez que la France a largement plus dépensé que ses voisins dans les retraites et c'est aujourd'hui ça qui pèse dans le déficit public. On va parler quand même des ultra-riches. C'est le but de cette émission, enfin d'une partie de cette émission. Bruno de Versailles, existe-t-il un pays où surtaxer les riches a donné des résultats probants ? Une surtaxe temporaire, non pas sur le patrimoine, mais sur les revenus, pourrait être envisagée. Je pense que c'est plutôt effectivement cette hypothèse, c'est-à-dire taxer davantage, mais sur les revenus et pas encore une fois sur le patrimoine, en tout cas le patrimoine professionnel. On se souvient quand il y avait l'impôt sur les grandes fortunes ou sur la fortune de la gauche en 81, on avait exclu effectivement ce qui était les patrimoines professionnels. Alors, soit on rétablit l'ISF, mais on sait très bien que c'est symbolique, la droite ne voudra jamais le faire. Aujourd'hui, et surtout pas Emmanuel Macron. Pour des résultats peu probants. Oui, mais le problème, c'est que c'est ça. On est aussi dans le symbole. Ça serait pour la droite le retour de la gauche de 81. Donc, c'est pas jouable politiquement. En revanche, oui, surtaxer les revenus des riches, pourquoi pas, que ce soit effectivement. Alors là, on va reparler encore une fois de l'impôt sur le patrimoine, mais surtout pas. Le patrimoine professionnel, c'est assez évident. simple à faire comme distinguo. Un peu les pistes d'ailleurs. Oui, les recettes, on pourrait revenir les recettes sur les mêmes. un certain nombre de pontes de la majorité, de l'ex-majorité, on ne sait plus bien, mais qui ouvrent des portes aujourd'hui. La minorité présidentielle. Ou de la minorité présidentielle. Je vous laisse vos propos. De toute façon, on ne peut pas arriver on ne peut pas demander un effort aux Français, à tous les Français, si on exclut par définition les plus riches de cet effort. C'est impossible. Après, le débat peut à nouveau effectivement porter sur est-ce qu'on demande un effort aussi aux entreprises. Là, il peut y avoir un débat. Mais en tout cas, sur les revenus... Je crois que le MEDEF a répondu hier. Voilà, il y a une menace du MEDEF, mais si on l'entendra peut-être tout à l'heure, Yaël Braun-Pivet n'est pas hostile non plus à demander encore une fois un effort exceptionnel. Alors on dit toujours, c'est, vous savez, les impôts pour une année ou les prélèvements exceptionnels qui ne dureront qu'une année, mais on sait très bien que c'est plus. La preuve, ça sera peut-être effectivement le cas. Voilà. Mais en revanche, en France, il est hors de question, et justice sociale, tout le monde revient à utiliser effectivement justice fiscale, justice sociale. C'est effectivement l'expression qu'on retrouve dans toutes les bouches aujourd'hui. Maxime, ça veut dire que Sébastien Lecornu va forcément faire un pas, voire deux, voire trois, dans cette direction. Oui, il le dit d'ailleurs. Mais seulement quand vous dites à l'instant, c'est quelque chose de très simple. Quand j'entends certains responsables politiques, c'est on va dire 3-4 derniers jours, je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Parce que quand j'entends Éric Coquerel, qui dirige la commission des finances, à qui on pose une question, sur la taxe Zuckman, et qui ne comprend pas la différence entre être actionnaire, être valorisé, avoir un salaire, pardonnez-moi, c'est quand même très compliqué. Et quand j'entends Aurélien Rousseau, c'est, si je ne m'abuse, a été pendant un temps directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, donc qui n'a pas été, si vous voulez, au plus bas sommet de l'État, qui nous explique qu'en réalité, Xavier Niel, il faut le taxer, parce que quand il investit dans des entreprises, il ne participe pas à la croissance française. Quand vous dites, mon cher Christophe, c'est très simple à comprendre, c'est très simple à organiser, visiblement pas. Deuxièmement, Arlette a totalement raison, une taxe temporaire en France a toujours pour vocation à être un peu moins temporaire que ça. Et enfin, vous demandez des exemples. On a vu ce que ça donnait, par exemple, au Royaume-Uni, qui a perdu 4400 dirigeants et plus de 110 milliards de dollars quand elle a taxé les plus riches. On l'a vu également du côté de la Norvège. Et pour un petit exemple, parce qu'on est passionné par les taxes en France, la dernière fois qu'on a voulu vraiment dire les riches sont quand même des salauds, on a pensé à une taxe sur les yachts. On a dit, vous inquiétez pas, les cocos, c'est 10 millions dans la caisse. On a regardé à la fin, on a plissé les yeux, ça nous a rapporté 600 000 €. Et les yachts français dans les ports français, on n'en a plus que 5. Donc si en plus de penser des systèmes de taxes absurdes... les pavillons de complaisance. C'est ça, mais donc si en plus d'éviter, si vous voulez, de penser des taxes absurdes, on pouvait éviter d'être totalement grotesque, personnellement, ça m'arrangerait. Alors, je ne sais pas si le Premier ministre regarde LCI vous répond, mais peut-être, mon cher Julien, il vient de tweeter à l'instant
C'est intéressant d'ailleurs, l'État exemplaire et une mission qui va être diligentée. Oui, en fait, c'est un peu Sébastien Lecornu qui fait une explication de texte de sa propre interview dans la presse quotidienne régionale, puisqu'il développe les quelques lignes qu'il avait indiquées dans la PQR. Donc l'État doit être exemplaire sur sa gestion de l'argent du contribuable, dit-il. Ouais. Une mission va débuter prochainement pour faire le ménage dans tous les comités, délégations et offices étatiques, dit-il. Ça sera placé sous son autorité directe pour une application rapide et confié à des hauts fonctionnaires de sensibilités politiques différentes, en retraite, libres de toute attache, fin connaisseurs des rouages de l'État. Ça fonctionne aussi pour le Haut Commissariat au Plan où était François Bayrou. Et où est Clément Beaune en ce moment. Voilà. Extraordinaire, c'est bien, ça avance. Oui. Dites à ce sujet, il a dit ménage. Oui. C'est intéressant l'expression ménage, ça veut dire quelque chose quand même. Oui, mais bien sûr, mais regardez, on parlait des agences, on en a souvent parlé sur ce plateau, quand on prend l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, on en entend à chaque fois parler, parce que c'est toujours des études, et pardonnez-moi du peu, ridicules, où on vous explique comment d'abord il faut laver son linge, et qu'un jean c'est une fois par semaine, et qu'un slip c'est tous les jours. Ça. C'est un peu la caricature, Arlette, mais quand ça coûte 4 milliards, pardonnez-moi, c'est toujours pas juste 4 milliards pour vous dire de laver votre linge, ils font autre chose mais, quand même. Et moi je demande, parce qu'Amélie de Montchalin avait dit souvent, les Français sont ravis de trouver l'ADEME pas loin de chez eux, parce que ça aide. Je demande vraiment, parce qu'il y a LCI qui vous répond, posez-nous une question, faites-nous une réflexion. Si un jour un Français est allé sur le site de l'Agence pour la transition énergétique et a dit « mais heureusement que l'ADEME est là ». À partir du moment où ça utilise, 1 centime de mon pognon personnel, j'aimerais que ce soit un minimum utile, et pardon de paraître aussi démago aux yeux d'Arlette qui vit les fronces. Voilà le regard pour le moment. Pour le moment. Et parfois, Arlette n'a pas besoin de dire les choses. C'est pour ça, tout est passé dans le regard. Voilà le fameux tweet à l'instant du Premier ministre qui nous promet à nous Français de faire le ménage dans ces agences d'État.